Dans cette vidéo, France Léger nous explique tout ce qu'il faut savoir pour comprendre et accompagner l'enfant avec une dyspraxie visuospatiale. Bonne écoute. Est-ce qu'on peut établir quelques bases théoriques pour débuter? Regarde, je vais te lancer des mots. Voilà. Puis tu vas me les définir d'une manière vulgarisée, occupationnelle, pour qu'on parle le même langage, finalement, oui, c'est bon. tout au long de l'épisode. C'est sûr qu'on va parler des yeux. Fait, peux-tu nous décrire, mettons, vision, la vue? Oui. Bien, la vision, c'est sûr que c'est un sens qui est très, très, très prédominant dans notre vie. Oui. Et c'est vraiment la perception par l'œil des stimuli lumineux qui nous permettent de détecter les objets de notre environnement, leur forme, leur couleur, leur position dans l'espace. Donc, ça nous permet de percevoir le monde extérieur. Et puis, c'est sûr que quand on y pense, le sens de la vision, il est vraiment mis à contribution dans à peu près tout ce qu'on fait. Ben évidemment, quand on a un trouble visuel ou qu'on est aveugle, ben, on se sert de d'autres sens. Mais quand on y pense, évidemment, c'est un monde de voyants dans lequel on vit. Et puis, puis les stimulations visuelles sont omniprésentes, mais il s'appuie aussi beaucoup sur les autres stimulations sensorielles pour guider notre action. Donc, oui, on se sert beaucoup de notre vision, mais appuyé par le tactile, le mouvement, l'audition, bon, tous les autres sens. Puis, la dernière chose que je dirais pour qu'on puisse, puis on va y revenir, comprendre bien la vision, c'est que c'est intimement lié au fonctionnement cognitif et au niveau d'attention. Puis ça, c'est important de s'en rappeler. OK. Fait qu'on retient ça parce qu'on va revenir. J'avais le goût de te demander d'élaborer, mais on se retient un petit peu pour faire d'autres définitions. Tout à fait. OK. Bon. Alors, perception visuelle. Bon. Alors, la perception visuelle, c'est vraiment la façon dont on comprend l'information visuelle qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment le processus complet aussi. Grâce auquel, là, c'est ça, on comprend ce qu'on voit, on interprète ce qu'on voit, puis on peut agir par la suite. Donc, c'est un processus vraiment qui est complet puis qui se développe au fil du temps. Le bébé n'a pas toutes ses habiletés de perception visuelle, évidemment. L'enfant, progressivement, développe ses capacités de perception visuelle et il se développe aussi au fil du temps, au fil des expériences, des apprentissages, du contact avec les autres. Tout ça contribue au développement de la perception visuelle et c'est en interagissant donc avec l'environnement que l'enfant développe ces capacités-là. Et puis, c'est sûr que c'est intimement lié ou ça interfère beaucoup avec les occupations, notre vie quotidienne, les apprentissages scolaires et les apprentissages tout au long de notre vie. Donc, c'est un processus qui est complet. Puis, j'aurais le goût, là, peut-être un petit peu plus d'élaborer dans le sens que, parce que je pense que c'est utile de dire que la perception visuelle comprend deux composantes. Okay. Il y a tout ce qui est les habiletés réceptives, puis les habiletés cognitives. Fait que c'est pour ça, tantôt que je disais, intimement lié à l'attention et à la cognition. Donc, si on prend les habiletés visuo-réceptives, c'est vraiment le mouvement des yeux. Ah, OK. Puis là, on va faire un lien avec, justement, tu en as parlé, avec l'épisode sur l'oculomotricité. Donc, j'en parlerai pas beaucoup, mais juste pour faire référence que c'est lié. Oui. Donc, l'oculomotricité, c'est dans le visuo-réceptif, c'est dans la façon dont l'œil bouge pour aller chercher l'information visuelle. Donc, puis j'aurais le goût de nommer, il y a trois choses probablement qui ont été nommées là donc il y a la fixation visuelle, la façon dont notre regard se centre sur une cible immobile. Oui. Ensuite, la poursuite visuelle. Donc, comment on est capable de suivre, c'est ça, un objet en mouvement. Et la saccade visuelle ou le balayage qui est tellement important, mais qui est peut-être moins, qui réfère moins pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui est exactement, fait que tu le montres bien, qui nous permet d'organiser une séquence de nos yeux. Organisée, gauche, droite, au bas. Évidemment, dans cette composante-là, il y a toutes sortes d'autres habiletés qui sont plus évaluées en optométrie.
hein, qui est vraiment la fonction de notre œil, l'acuité visuelle, l'accommodation, convergence, divergence, bon, des termes un peu qui font partie de l'examen visuel habituel, là, quand on va chez l'optométriste. Donc, ça, c'est la partie visuo-réceptive. Donc, comment l'œil reçoit l'information, qu'est-ce qu'il fait avec. Mais il y a toute la partie, puis c'est là que les ergots, on est plus aussi interpellés, la partie visuo-cognitive. C'est-à-dire, là, c'est l'action du cerveau. Hein? Comment le cerveau interprète, analyse et comprend l'information visuelle pour l'utiliser adéquatement, finalement, pour agir sur l'environnement, pour répondre aux demandes de notre environnement. Puis dans cette composante-là, il y a 4 éléments. L'attention visuelle, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un préalable. Si on n'a pas d'attention visuelle, on ne peut pas faire le reste. Non. Si on ne regarde pas la cible, on ne va rien recevoir ou on n'aura rien à traiter. Exactement. OK. Après ça, la mémoire visuelle. Hein? Comment on encode l'information visuelle puis comment on est capable de la récupérer. Mais beaucoup, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la DVS, c'est que la discrimination visuelle. Puis quand on parle de discrimination visuelle, là, on réfère à la vision du quoi, donc l'objet. Comment on comprend l'objet, comment on le discrimine, comment on le distingue, et la perception du où, donc l'espace. Comment on comprend l'espace. Donc, ces 2 composantes-là font partie de la discrimination visuelle. Et le 4e élément, c'est l'imagerie visuelle. Donc, l'habileté à se représenter, mais mentalement, des images visuelles. Puis ça, c'est difficile pour les enfants. Donc, ça fait un peu le tour de la perception visuelle. Je sais que j'en ai dit beaucoup, mais, tu sais, puis tu me permets-tu encore 2 petites choses dans ce thème-là? Oui, vas-y. Là, tu sais, on parle de dyspraxie visuo-spatiale. Fait que là, on vient-tu... Fait que, tu sais, juste à quoi on réfère quand on dit visuo-spatial? Ben, c'est la position et l'orientation dans l'espace. OK? Visuo-spatial, donc c'est comment on voit les choses, comment on voit l'espace, comment on comprend l'espace. Et puis, pour faire la distinction, parce qu'on peut aussi entendre visuo-constructif. C'est-tu la même chose? C'est-tu différent? Bon, une autre affaire pour nous mêler, mais ça se ressemble. Hein? Il y a beaucoup de termes. Puis c'est parce que je le dis, parce que quand on fait des recherches sur Internet, on voit toutes sortes de choses. Fait qu'habileté visuo-constructif, bien évidemment c'est à partir de l'espace, mais c'est plus précis d'être capable de faire des constructions en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Donc, au niveau graphique, papier-crayon, quand on fait des dessins, de la copie de forme, c'est du visuo-constructif parce que à partir d'un modèle, on construit quelque chose avec notre crayon ou à partir des objets, faire des constructions de blocs, des casse-têtes, des modèles, toutes sortes de choses comme ça. Fait que, mais on pourrait dire que le visuo-constructif fait partie du visuo-spatial parce qu'on interprète l'espace quand on fait des constructions. Oui, mais ça commence là. Donc, moi, je pense à un exemple précis, comme tu disais, les copies de forme qu'on demande aux enfants souvent quand on fait une évaluation. Donc, ils doivent aller chercher l'information avec leurs yeux, donc attention visuelle, analyser avoir les bons mouvements des yeux pour le faire, analyser l'information, donc les lignes sont agencées de cette façon-là, se créer une image mentale, une représentation dans leur tête. Puis après ça, ils doivent la reconstruire sur le papier. Puis la partie motrice doit exécuter ça aussi. Donc, si je sais exactement ce que je veux construire, mais que la main n'a pas la bonne planification motrice, ça peut être compliqué. Fait que exact. C'est compliqué. Il y a beaucoup de composantes dans tout ça. Exactement. Puis je savais que c'était pertinent de poser des questions de théorie fondamentale au début pour commencer. Puis, je suis certaine là, que tous nos auditeurs sont déjà comme « Wow, attends, là, je vais aller chercher un papier, un crayon, je vais prendre des notes, je vais réécouter cet épisode-là plusieurs fois. » Parce que déjà là, hein, on pourrait arrêter, c'est super riche. Déjà, ce que tu viens de nous présenter, mais c'est pas fini. Donc, restez à l'écoute, allez chercher le papier, revenez. Et on poursuit.
On n'avait même pas fini les mots encore. Oui, on les avait finis. Je pense on que les avait oui. pas Hein? mal finis. Ouais. On a des notes. Donc, petit court rappel, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais quand même, là, court rappel entre c'est quoi le lien entre dyspraxie et TDC, là? Parce que c'est la même affaire. C'est quoi qui s'est passé, là? Pourquoi on utilise toutes sortes de termes bizarres? Puis pourquoi aussi, peut-être que tu pourras lier avec ça, pourquoi la DVS, qui s'appelle dyspraxie visuospatiale, pourquoi c'est pas TDC visuospatiale? Ou... En tout cas, démêle-nous là-dessus. Parfait. OK. Bien, hein, il y a vraiment plusieurs années, quand le trouble a commencé à être connu, on appelait ça la dyspraxie ou dyspraxie motrice, quand on était un peu plus précis. Donc, l'ensemble de la communauté internationale, je dirais, là, tout le monde appelait ça pas mal la dyspraxie motrice. Ça référait, parce que si on pense à ce qu'est une praxie, c'est vraiment, comme tu dis, l'habileté à élaborer, planifier et automatiser une séquence de gestes moteurs. Et puis, sans s'étendre trop, mais c'est sûr que quand on fait ça, on a besoin de toutes sortes de choses, donc autant l'entrée sensorielle que comment on planifie dans notre tête, puis du geste moteur, comment on le met en action motrice avec notre corps. Bon. Alors, puis au fil du temps, c'est que dans le milieu anglophone, le terme dyspraxie a été changé pour Developmental Coordination Disorder. Ça fait très longtemps. C'est depuis 1994 que ce terme-là a été proposé. Mais en français, on dirait que, ici au Québec, et toute l'Europe francophone, les gens ont continué d'utiliser dyspraxie parce qu'ils étaient habitués, puis qu'il n'y avait pas eu de traduction officielle encore. Comment on traduit ça, le DCD, en français? Puis, à un moment donné, il y a eu l'appellation TAC, trouble d'acquisition de la coordination, qui n'est pas resté très longtemps, finalement, parce que là, c'était un petit peu mêlant. Puis là, après ça, dans d'autres... consensus, si on peut dire, les gens ont dit, au moins, si elle fait le terme développemental dans toutes les langues, ça aiderait à s'uniformiser. Donc, c'est comme ça que, en 2015, le terme, avec le DSM-5, le terme TDC, trouble développemental de la coordination, est apparu. Mais c'est sûr que pour nous, au Québec, ça a été long quand même, le changement de pratique, puis on le sait dans toutes sortes de troubles, changer un terme, c'est bon. C'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, ça ne changeait pas la nature du trouble. C'est ça qu'il faut retenir. OK? Mais je crois, par exemple, que pour tous ceux qui nous écoutent, puis surtout pour les parents, les enseignants, les gens qui n'étaient pas du domaine de la réadaptation ou médicale, moi, je pense que trouble de la coordination, c'est plus facile à comprendre que dyspraxie, parce que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi une praxie. Donc, Oui, on peut inférer, ça va mal avec la coordination. Trouble, exact. Donc, sans savoir plus, on sait déjà ce que ça touche. Dyspraxie, c'est un peu plus nébuleux. Abstrait. Exact. Puis, juste dernière chose, c'est qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de confusion parce qu'avec les troubles 10, en Europe, ils sont forts là-dessus, l'appellation trouble 10. Donc, dyspraxie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, toutes ces 10-là. Donc là, il y avait encore plus de chances de confusion. Puis là, j'arrive à la dyspraxie visuospatiale parce que dans le fond, ça vient de là, c'est que parce que la dyspraxie visuospatiale, il faut bien comprendre que l'élément moteur est compris dedans, même si ce n'est pas si clair à l'appellation. Donc, quand ils définissent, on peut décortiquer. Donc, dyspraxie, c'est ce qu'on a dit, un trouble d'élaboration et d'automatisation des gestes moteurs. Visuaux, on a parlé de la vision tout à l'heure, donc difficulté à coordonner les gestes des yeux. Et spatial, difficulté à s'organiser dans l'espace. Donc, ça réfère en fait à la... Moi, j'aime mieux parler, puis tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais j'aime mieux parler de composantes visuospatiales du TDC
je trouve que c'est moins mêlant. Parce qu'il ne faut pas le comprendre comme une problématique complètement détachée. Ouais, oui. Ça fait partie, mais il y a des enfants qui ont la partie motrice très, très atteinte, puis un peu moins au niveau de la perception visuelle, puis d'autres que c'est l'inverse. Mais, en tout cas, dans ma pratique, moi, j'ai vu quand même que la plupart des enfants qui ont un TDC ont certaines difficultés avec la perception visuelle et vice-versa. Ouais. Donc, je crois que pour tout le monde, puis quand on donne des recommandations ou des conseils, c'est plus facile à comprendre quand on le présente comme ça. Bon, après ça, à chacun de voir à quoi ça correspond. Mais je pense que si on veut tous s'entendre, ben, on parle d'un enfant qui est susceptible d'avoir des difficultés autant du côté moteur que de la perception visuelle. Je dirais ça un peu. Je ne sais pas si ça éclaire. Bien, tu peux le dire, oui, ça nous éclaire, puis ça fait du sens parce que de l'isoler du reste, ça serait comme dire l'enfant a un TDC des mains seulement. Mais exact. C'est sûr qu'il y a des enfants qui sont plus affectés dans le TDC, dans la motricité fine que dans la motricité globale. Il y en a qui sont plus affectés au niveau des mouvements des yeux et tout ça, mais je pense qu'on ne peut pas splitter l'enfant comme ça en morceaux. Puis, c'est vrai que ça peut être mélangeant de penser à la DVS comme un diagnostic séparé. Puis, en fait, ce n'est pas un diagnostic. C'est pas dans le livre des docteurs, là, le DSM. Non. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est un autre facteur de confusion parce que justement, quand on arrive pour parler des critères diagnostiques, vous allez voir, toutes les recherches que vous pouvez faire, ben, les critères diagnostiques que vous allez voir, ce sont ceux du TDC. Ouais. Donc, le DVS en tant que tel n'est pas un diagnostic médical reconnu, c'est une appellation clinique. Hein? Oui. C'est un regroupement de manifestations. Mais, donc, je trouve que c'est encore plus facile de le comprendre sous le chapeau du TDC. Ouais. Puis, en plus, c'est quand on donne des recommandations, ben finalement, ça va beaucoup se recouper. Quand un enfant a de la difficulté à planifier ses gestes moteurs, ben évidemment qu'il prend l'environnement visuel pour bouger. Donc, ça vient vraiment embêtant là, de séparer ça. Okay. Donc, moi, je dirais que quand on voit DVS, ben, c'est souvent les neuropsychologues qui vont peut-être avancer cette étiquette-là quand ils font une évaluation plus complète là, du profil cognitif des enfants. Nous, comme ergo, là, je ne le sais pas, il y a peut-être différentes façons de faire. Moi, je n'avais pas tendance vraiment à mettre l'étiquette, mais à plus parler des difficultés de perception visuelle dans le portrait plus global de difficultés de coordination motrice. Oui, moi aussi. Est-ce que un enfant, là, on voit bien le lien entre le DVS dans le TDC, mais est-ce que une personne peut avoir des troubles visuospatiaux sans TDC? Est-ce que ça c'est fréquent? Ben, moi, je pense pas que c'est fréquent, mais j'ai pas de réponse absolue à cette question-là parce que moi, j'en ai pas vu dans ma pratique parce que il y a quand même une bonne raison. J'étais en centre de réadaptation. Il fallait avoir un diagnostic moteur pour intégrer un centre de réadaptation. Mais, puis, aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études seulement sur la portion DVS. En tout cas, j'ai fouillé un petit peu, puis je prétends pas, là, j'ai pas le répertoire complet, là. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent en avoir trouvé, mais c'est pas fréquent. Donc, je pense qu'il y a peut-être des enfants qui ont certaines difficultés avec leur perception visuelle sans être vraiment atteints, qui ne seraient pas admis, justement, qui n'ont pas des manifestations au niveau moteur assez importantes pour en faire un TDC. Peut-être que oui, il y a certains enfants, mais moi, je pense que ce n'est pas la majorité des enfants. Je pense que la majorité des enfants ont les deux composantes à des degrés différents. Je dirais ça. Bien, dis-le, c'est une super bonne précision, puis je trouve que c'est une façon aidante de le comprendre, de se perdre dans la distinction. C'est pas utile au quotidien pour aider l'enfant, ni pour l'enfant pour se comprendre non plus, exact. Ou sa famille.
Donc, oui, Exact. c'était très pertinent. À partir de quel âge est-ce que ce sont les mêmes normes d'âge un peu que le TDC qu'on peut remarquer, ben, en sortant de l'étiquette des Oui, VS, OK? oui. Mais de remarquer que l'enfant a des difficultés avec la perception, puis visuospatiale et tout ça, tout ce que tu Mhm, as nommé, dans le fond. mhm. Parce que c'est normal, le jeune enfant est encore en développement, Oui. l'organisation des mouvements de son regard, puis tout, tu l'as tout expliqué tantôt. Bon. Fait qu'à partir de quel âge l'enfant est assez développé, dans le fond, pour qu'on puisse commencer à soupçonner qu'il peut avoir des Mm. défis de ce côté-là? Ben, moi, je pense que c'est à peu près la même chose que le TDC. L'entrée à l'école demeure, je crois, un moment vraiment clé, une étape charnière à cause de la multiplication des demandes, des contextes, c'est ça, de la complexification des tâches. Mais assurément, il y a des choses qui auront été remarquées avant. OK. Je le crois vraiment, puis on ira dans les exemples tout à l'heure là, de Ouais. qu'est-ce qu'on peut voir à la maison. Mais c'est sûr qu'on peut voir soit en comparant avec nos autres enfants de la famille ou les cousins-cousines ou face aux tâches qu'on demande, mais coudonc, est-ce que l'enfant, tu sais, un enfant qui va cogner plus fréquemment, qui va avoir de la difficulté à évaluer ses distances, qui va chercher tout le temps ses choses dans ses tiroirs, ben oui, au départ, il est peut-être inattentif, il va peut-être trop vite, il pensait à autre chose, mais à un moment donné, probablement que les parents disent, ben là, ça se peut pas là, que ça soit juste, tu sais, il y a peut-être autre chose. Mais je pense que aussi avec les examens visuels, tu sais, ça faut éliminer parce que faut dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la DVS ou le trouble dont on parle de perception visuelle, ça peut exister avec ou sans trouble de la vision. Mais évidemment qu'il OK. faut Ouais. s'assurer que l'enfant ait une bonne acuité visuelle. Fait que peut-être qu'aussi, tu sais, si l'enfant, ben, au test chez l'optométriste, il remarque rien de particulier, mais qu'on voit dans le quotidien qu'il y a quand même des manifestations. Mais je dirais que je pense que c'est l'entrée scolaire encore qui est tu sais, qui est le plus Ouais. probant pour, oh là, vraiment, c'est pas juste nous à la maison qui remarquent ça, mais ça se multiplie, là. Ouais. Hmm. Ben, peux-tu y aller dans les exemples précis, justement, à la maison, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce que l'enfant peut remarquer lui-même? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'on remarque Ouais, en milieu scolaire? Ça oui, ressemble à quoi? tout à fait. Ben, à la maison, là, dans son quotidien, c'est un enfant qui va beaucoup avoir de la difficulté à trouver ses objets. Mettons, il cherche puis il connaît son jouet, là. Il sait Oui, qu'est-ce oui, qu'il va chercher. Puis ça, faut pas, justement, faut distinguer. Tu sais, c'est pas un problème de je comprends pas, là. C'est un, oui, donc, il cherche son jouet, mais dans le coffre à jouets, à travers tout un ensemble, ben, il n'arrive pas à distinguer. Il n'arrive pas à bien le reconnaître. Même chose, les vêtements dans des tiroirs, dans la garde-robe. Fait que, tu sais, on lui demande d'aller chercher un tel ustensile dans le tiroir. Fait que ça va tout être des exemples vraiment concrets où l'enfant va chercher beaucoup plus qu'un autre. Il va perdre beaucoup plus facilement ses objets. Il va avoir de la difficulté à les ranger. Il ne sera pas organisé. Bon, tout le sens des vêtements, des chaussures, oui, ça, c'est sûr que ça va être assez typique, hein, qu'on va remarquer ça. Puis là, ben, au départ, c'est normal chez tous les enfants. Mais là, les parents disent, ben, on lui a montré, on fait de l'entraînement, puis il se trompe encore. C'est ça qui est aussi le oui, critère. Parce qu'il faut donner toujours, tu sais, le temps d'apprentissage, comme n'importe oui. quoi. Mais c'est malgré les expériences, malgré les opportunités d'apprentissage, l'enfant, voyons, puis il a compris, il sait ce qu'on lui demande. Ça serait un enfant aussi qui, au niveau, tu sais, de se déplacer, ben, il rentre souvent dans les murs, il fait tomber les objets parce que il ne se situe pas bien dans l'espace, mais il calcule pas bien la distance aussi. Fait que ça fait partie de, Oui, hein, comme on a dit tout à l'heure, oui, oui, l'évaluation visuelle. Même au niveau des livres d'histoire ou reconnaître des images, tu sais, on est beaucoup plus, les enfants sont exposés aux écrans beaucoup plus tôt maintenant. Ben, tu sais, si les parents remarquent
il y a de l'intérêt, mais voyons, il reconnaît pas bien les choses, il se Ouais. repère pas bien à l'écran. Ça peut être ça aussi un signe. Puis, c'est un enfant qui sera pas beaucoup intéressé par les activités de dessin, de construction, parce que c'est difficile pour lui, là. Fait que ce sont des exemples, là, à la maison, vraiment concrets que les parents peuvent remarquer. Est-ce qu'il y aurait moins d'intérêt pour la lecture ou regarder des livres d'images ou c'est plus la difficulté, mais l'intérêt doit chuter aussi quand Ah, ben, l'enfant n'est pas c'est, satisfait de son interaction avec le matériel visuel? c'est clair. C'est Hmm. clair. Donc, tu sais, euh, par quel autre moyen, on parlera des Ouais. forces, mais tu sais, c'est sûr que spontanément, s'il y a de la difficulté à, tu sais, vraiment discriminer, orienter le mouvement de ses yeux, ben, Ouais. c'est pas quelque chose qui va être satisfaisant ou plaisant pour lui. Fait que, tu sais, le parent peut l'accompagner, peut décrire verbalement, puis on pourra avoir des stratégies, mais spontanément, je pense pas que c'est un enfant qui va aller vraiment vers ça de lui-même, là. Mm. Des casse-têtes aussi. C'est ça. C'est ça. Exact. Exact. Mais dans quoi on les retrouve? Généralement, quand on a ce type de difficulté-là, vers quel loisir les jeunes semblent graviter naturellement? OK, là, c'est sûr que ça va être beaucoup des activités. Premièrement, ils sont meilleurs dans des activités individuelles que des activités d'équipe. Tu sais, Oui, quand ils vieillissent, là, on peut voir parce pourquoi. Oui, Oui, parce que, tu sais, il y a trop de choses à tenir compte, là. Au moins, quand ils sont tout seuls, ils peuvent s'entraîner, puis ils peuvent avoir des stratégies, puis ils peuvent se comparer à eux-mêmes. Ça, c'est une bonne... euh, c'est souvent ce qu'on voit. Là, dépendant aussi de l'ampleur de la composante motrice, là, donc, puis l'informatique, tu sais, je dis qu'ils peuvent avoir de la difficulté, mais c'est tellement présent dans notre monde. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose où ils peuvent développer des habiletés puis avoir un certain succès. Euh, Parce qu'on voit quand même des enfants qui vont quand même se diriger beaucoup plus vers l'informatique que les activités papier-crayon, par oui, exemple. Donc, c'est un peu ça. Puis après ça, comme leur force, ben, j'en parlais tout de suite, comme leur force, oui. c'est beaucoup au niveau verbal. Hmm. Tout ce qui est l'audition et le verbal, c'est vraiment leur zone forte. Donc, tout ce qui est théâtre, créativité, humour, tu sais, tout ce domaine-là serait, je pense, plus facile pour eux et peut-être à exploiter. Puis, va être aussi, on va s'en servir pour travailler l'aspect visuel dans nos stratégies. Donc, puis toute leur mémoire, un canal à exploiter, c'est leur mémoire auditive. Tu sais, donc de Ouais. retenir des choses, mais par ce canal-là. Donc, ça va être quelque chose où ils vont se sentir Ouais. bons, puis ça va pouvoir soutenir aussi l'aspect visuel. Je dirais que ça serait pas mal ça. Des activités sportives aussi qui sont répétitives puis qui ne demandent pas trop d'orientation dans l'espace. Je pense à la natation, c'est ce que j'essaie de Oui, décrire. OK, Non, oui, le mouvement, oui, il est réciproque, peut être difficile à atteindre, mais on est dans l'eau, on n'a pas besoin de gérer des obstacles en mouvement comme des ballons et d'autres t'as, personnes non t'as plus. raison. T'as raison. Ouais, Tu sais, à un moment donné, ils vont être familiers, puis le cadre est quand même assez stable. ouais, Donc, c'est ça, ils peuvent arriver on a à moins besoin de leurs yeux exact, aussi. exact. Ouais, dans C'est ces... ça. C'est ça. Mais c'est sûr que comme le vélo, il y en a plusieurs finalement qui finissent par Oui, réussir. Mais au départ, c'est quelque chose qui peut être plus difficile ben, pour eux, autant à cause de la composante motrice, dont ben oui, c'est... on parlera moins, mais tout le visuel a tellement d'importance pour se guider, pour se diriger, pour éviter les obstacles, tout ça. Mais Ah oui, c'est faux. tu sais, je pense que la plupart quand même y arrivent là, mais ils vont devoir faire, tu sais, ça va être plus long, Ça va puis être plus long. exact, exact. On Mais peut peut-être revenir. Ah, excuse-moi. ben, je ne sais pas si tu t'en vas à la même place que moi, mais j'ai hâte, dans le fond, de t'entendre parler de stratégie. Il y a OK. l'accompagnement en ergothérapie où on est un professionnel qui peut aider l'enfant à apprendre différentes stratégies. Euh,
En as-tu d'autres, des idées communes pour les problèmes les plus communs du quotidien, peut-être l'habillage ou l'alimentation ou tout ça, là, au niveau, pour donner une idée de Oui, comment on oui. peut s'adapter? Ben, je pense que une des clés qu'il faut penser dans notre environnement, c'est essayer de réduire les stimulations visuelles. Donc, parce que une des stratégies qu'on donne souvent pour des enfants TDC en général, ce sont des repères visuels. Puis ça reste Oui, bon, là. Mais je pense oui, que la clé, c'est de penser à quel repère visuel on donne. Parce qu'on a tendance à vouloir, comme adulte, rendre ça beau, mettre beaucoup, beaucoup d'informations. Faut un petit peu freiner nos élans. Ou puis il faut mettre des choses simples parce qu'on veut que ça les aide. On veut pas leur créer une oui, surcharge. Donc, mettre des repères visuels, mais qui sont clairs, qui sont faciles à décoder. Donc, plus en symboles ou plus tu sais, pas des dessins trop élaborés avec plein de détails. C'est ça qu'il faut retenir. OK. Mais des repères visuels, il faut en mettre. Je pense qu'une aussi, connexe à ça, c'est qu'il faut organiser l'environnement pour l'enfant. Mais tranquillement aussi pour l'amener à, plus il vieillit, qu'il va s'organiser lui-même. Tu sais, qui va développer ses propres stratégies. Mais au départ, si on veut l'aider, ben, c'est de faire des catégories, de mettre dans des bacs, de mettre des étiquettes, des codes de couleurs. Ça, tu sais, c'est bon parce que c'est simple. Une couleur, cette couleur-là, c'est toujours tes jouets, un tel type de jouet. Après ça, Ouais, tes vêtements d'été, ils sont dans il y a telle couleur. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut les organiser. Puis qu'on va faire, qu'ils vont développer leur autonomie beaucoup plus facilement, puis qu'ils seront plus frustrés, là, tu sais, de tout le temps chercher, puis de tout le temps pas trouver ce qu'ils veulent, mhm, là. Donc, ça, je dirais que c'est des bonnes stratégies. Ah, puis, j'ai parlé de leur force, donc beaucoup guider verbalement, les faire parler. Tu sais, je pense que ça, il faut aller exploiter ça, puis il faut peut-être aussi se servir de leur mémoire, comme je disais, leur mémoire auditive pour renforcer leur mémoire visuelle, parce que la mémoire visuelle, au départ, va être plus faible. Donc, si tu te répètes des mots, qu'est-ce que ça disait? On se répète la séquence, pas juste une séquence imagée, mais on se dit des mots. Premièrement, je fais telle chose. Deuxièmement, je fais l'autre chose. Donc là, mhm. on allie la force de l'enfant avec quelque chose qui est plus difficile, puis ça va l'aider, puis il va avoir plus de succès. Je dirais que ça, c'est des pistes là, à la maison qui sont, j'imagine, puis peut-être les parents instinctivement même s'en vont vers ça. Mais tu sais, peut-être de le réaliser, surtout sur le plan de la quantité d'informations visuelles à rendre disponibles, ben, tu sais, si on dose, on a plus de chances de les Ouais. aider. Ben, j'aime vraiment ça parce qu'on est familier avec les routines, les séquences visuelles, mais moins avec les routines, les comptines, les séquences verbales Exact. qui peuvent accompagner et substituer, dans le fond, les séquences visuelles. Ça me fait Oui, penser à l'apprentissage des lettres, par exemple, quand on arrive en première année et que l'enseignante va montrer les trajectoires pour faire des lettres. Et on va voir ça sur les images avec des petites flèches et tout ça. Puis de plus en plus, elles le font, ou ils, de verbaliser, c'est ce qui est recommandé. Donc, d'écrire oui, verbalement la trajectoire, pas juste regarde tes flèches, regarde ton modèle et copie. Puis pour eux, c'est encore plus vrai de prendre une exact. stratégie comme ça. Oui, tout à fait. Puis c'est parce qu'on veut en plus qu'ils apprennent à se parler. Oui, ah oui, Hein? Fait que ça va oui, être un bon modèle. Puis ils vont apprendre à l'intérioriser tranquillement, puis à se guider eux-mêmes au fil du temps. Puis ce qu'on voit, c'est que euh, à long terme, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à faire ça. C'est ceux qui ont réussi à bien se guider verbalement, d'abord à haute voix, puis après ça, ils l'intériorisent. Mais ils ont plus de succès quand ils réussissent à faire ça. Fait que déjà, quand on le modélise devant eux, oui. ben c'est gagnant. Mais Absolument. j'aime ça, ce soutien-là, que d'amener l'enfant vers l'autonomie, à comprendre quelles sont les stratégies, les moyens qui, moi, m'aident à mieux percevoir, à mieux apprendre, à mieux retenir, considérant que ceci est un défi pour moi. Oui, Miser sur mes forces. exact,
exact. Puis, justement, parce que les forces aussi, faut pas perdre de vue que ce sont habituellement des enfants qui ont un bon potentiel cognitif. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Exact. Évidemment, quand on décortique le profil cognitif, ben, on voit un écart entre le verbal et le non-verbal. Mais au total, ce sont des enfants qui ont un bon potentiel d'apprentissage, mais encore faut-il prendre les bonnes stratégies puis les diriger vers les bons moyens pour que ça soit les bonnes entrées pour eux. Mais si on y va comme ça, ben on a plus de chances qu'ils prennent ces stratégies-là puis qu'ils les utilisent à long terme dans leur vie. Oui, puis la prise de conscience que c'est un défi pour eux, moi, je le vois aussi comme absolument indispensable. Exact. Pour qu'ils voient que, OK, ça, c'est plus difficile pour moi que pour les autres et qu'ils se sentent moins différents et qui aient moins de susceptibilité à décrocher, parce que quand on est en dehors de, on en parle beaucoup comme ergo, la zone proximale du développement, mais au quotidien, à l'école, ils sont confrontés à des supports visuels puis des enseignements qui les poussent hors de leur zone proximale du développement. Puis c'est sûr que l'enseignant ne peut pas adapter pour tout le monde de manière à tout moment ou en individuel tout le temps pour lui. Et donc, juste de savoir, regarde, pour moi, c'est pas comme les autres. C'est plus dur pour moi. J'ai des outils, un peu comme un enfant. Je fais souvent ce parallèle-là avec des allergies. Il ne peut pas manger la même chose que les autres. Il faut qu'il fasse plus attention. Il faut qu'il surveille plus certaines choses. Puis il y a des moyens pour se protéger. Et tout ça, ben, c'est la même chose, de comprendre quel est son défi et ce qui peut l'aider lui, puis de comprendre qu'il y a autant de potentiel que les autres en dehors du fait que ça complique un peu son quotidien. Mais c'est comme ça. Tout le monde a comme un défi dans sa vie. Je pense qu'il faut le voir comme ça, effectivement. Oui, puis cette partie-là de prise de conscience, d'acceptation, de valorisation, validation des forces qui viennent avec, justement, ma créativité, ma mémoire, mon traitement auditif, fait que l'enfant peut continuer d'avancer dans sa scolarité beaucoup plus... mieux. Non, de façon plus peut-être harmonieuse, ou en tout cas... c'est ça, c'est pas mal mieux dit. Est-ce que je t'ai interrompu ou tu avais encore des stratégies que tu t'en allais nous partager? Non, ben pour la maison, je pense que ça serait ça. Sûrement qu'on pourrait en ajouter d'autres, mais déjà... si on commence par ça, je pense que ça peut les aider. Je peux... En avais-tu spécialement à l'école ou ce sont comme un peu les mêmes? Bien, c'est sûr que c'est un peu les mêmes, mais tu sais, si on... Est-ce que tu voudrais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement des difficultés qu'ils rencontrent à l'école? Oui, ça m'intéresse. Ça touche beaucoup d'enfants. Puis aussi, c'est que beaucoup d'enfants, c'est pas avant qu'ils soient à l'école qu'on risque de prendre conscience qu'ils ont peut-être ce type de défi-là. Donc, oui, parlons-en absolument. OK. Donc, évidemment, tu sais, quand on parle de mouvement des yeux, ben la lecture, on en a parlé un petit peu dans les intérêts là, du jeune enfant, mais la lecture risque d'être un défi là, pour l'enfant qui a des difficultés au niveau visuospatial, autant dans le décodage, le sens de la lecture, pas sauter des mots, pas sauter des lignes, tout ça. Là. Puis, autant en vision de près, dans le cahier, dans le livre d'histoire, mais il faut penser aussi qu'en classe, il y a beaucoup d'alternance entre la vision de près et la vision de loin, parce que les enfants regardent l'enseignant, ils reviennent à leur cahier, ils regardent le tableau, ils reviennent à leur cahier, ils cherchent les affiches sur le mur. Donc, il y a beaucoup ce jeu-là de passer de vision de loin en vision de près. Puis ça, c'est autant d'occasions de se perdre. Donc, c'est vraiment... Ça va être vraiment quelque chose que les enfants vivent souvent. Ils cherchent parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils étaient rendus. Ils recherchent. Fait que là, ils sont désorganisés dans leur cahier. Où est-ce que je commence à écrire, tout ça. Fait que la lecture, évidemment, au départ, ça peut être compliqué. Il y a de la fatigue visuelle aussi, de la lenteur qui peut s'installer. Donc, ça, puis comme c'est une des premières choses là, dans le cheminement scolaire, la lecture, donc ça risque d'apparaître.
Puis, connexe à ça, ben, l'écriture aussi, veut pas, va être touchée parce que au-delà de l'aspect moteur là, de l'écriture, mais il y a tout le repérage dans l'espace aussi. Donc, quand est-ce que je sépare mes mots, quel espace je Ouais. laisse entre les mots, est-ce que les lettres, je les colle, je les décolle, où est-ce que je situe mes lettres dans l'interligne, où je commence à écrire sur ma feuille. Fait que c'est encore autant d'occasions au niveau visuo-spatial, vraiment, vraiment, d'organisation, donc qui peut être compliqué pour les enfants. Mais ce que tu viens de dire, France, je trouve ça significatif pour peut-être les professionnels qui sont à l'écoute, orthophonistes, orthopédagogues qui vont parfois être ceux ou même les tuteurs qui vont recevoir les enfants parce que là, on remarque difficulté d'apprentissage de la lecture. Et l'entrée dans l'écriture, c'est sûr que, bon, on pense aux ergothérapeutes, mais c'est normal quand on commence à écrire d'avoir de la misère avec les espacements, la forme des lettres et tout ça. Donc, on n'est pas trop inquiet dans le premier 6 mois d'apprentissage de l'écriture que l'enfant renverse des lettres non plus et qu'il ne soit pas bien organisé dans l'espace. Il apprend. Oui. Mais l'apprentissage de la lecture, on va dire, il y a plus facilement de comparatifs avec les autres. Donc, on peut diriger ces enfants-là rapidement vers des professionnels qui vont les aider à ce niveau-là. Puis, de sensibiliser que le problème peut venir aussi du visio-spatial et que à ce moment-là, ça peut être pertinent de recruter aussi l'accompagnement d'un ergothérapeute. Exact, exact. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que oui, tu sais, on connaît tout ce qui peut mener à la dyslexie, donc l'aspect langagier de la lecture. Mais l'aspect spatial, visuel, perception visuelle est moins connu dans les écoles des autres professionnels. Et tu as tout à fait raison. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Est-ce que ça serait de ce côté-là aussi? Des fois, c'est les deux en plus. Des fois, c'est les deux, oui. Oui, mais des fois, il n'y a pas de dyslexie. L'aspect langagier n'est pas touché. C'est l'aspect visuo-perceptuel. Donc, c'est très, très important, justement, d'avoir ça en tête, puis d'aller vérifier, puis d'aller de regarder comment ça se présente, les difficultés, de documenter, puis d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Mais de plus en plus, les écoles, je vais parler du Québec, bénéficient d'ergothérapeutes dans les centres de services scolaires. C'est sûr qu'il n'y en a pas assez, puis qu'on parle d'un ergo pour genre, j'exagère peut-être, mais 22 écoles, donc beaucoup plus de consultatifs que de hands-on. Mais quand même, ces ergothérapeutes-là sont bien placés pour sensibiliser quand vous formez les enseignants, de mentionner ces difficultés-là, puis de faire que les gens qui sont près de l'enfant puis qui côtoient l'enfant au quotidien soient au fait que ça se peut et justement de demander un avis extérieur s'il y a des soupçons. Oui. Ah, tout à fait juste, parce que ça peut juste amener un autre angle. D'analyse, puis une autre paire de lunettes puis en combinaison, évidemment, avec l'enseignant, l'orthopédagogue, puis les autres, pour vraiment bien comprendre dans quel contexte se situent les difficultés de l'enfant, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, puis pas attendre trop tard. Pas attendre trop tard, parce que quand je parlais tantôt, sensibiliser l'enfant, puis tout ça, c'est que plus on attend, plus l'enfant il est down, là. Plus comme ça marche pas pour moi, c'est dur, plus j'aime pas ça, moins je m'engage, puis moins je m'engage, moins ça fonctionne. Fait que plus on reçoit l'enfant jeune, plus on peut prévenir les impacts secondaires de ces défis-là. Exact. Tout à fait. Puis j'aurais le goût aussi parce que là, c'est majeur, là, l'écriture et la lecture, comme on dit là, au début du cheminement de l'enfant. Puis j'aurais le goût de parler des mathématiques parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup intéressée là, au fil de ma carrière. Puis finalement, c'est pas dès le départ parce que c'est assez simple, les mathématiques au début. Là. C'est sûr que si l'enfant inverse les lettres, il est susceptible d'inverser l'écriture des chiffres. Mais plus ça va, plus les concepts de mathématiques se complexifient et l'espace est très présent
dans les Oui, mathématiques, les notions oui. d'espace. Donc ça, encore là, peut-être être vigilant à ça. Comment est-ce que l'enfant aligne ses chiffres dans les opérations? Hmm. C'est-tu parce qu'il ne comprend pas le concept d'addition ou c'est parce que tout simplement, Ouais. il n'a pas aligné les dizaines, les unités, puis bon, alors là, c'est évident qu'il n'y a pas la bonne réponse, là. Fait que, est-ce que c'est un manque d'organisation dans l'espace? Est-ce que, qui fait qu'il réussit pas bien? Ou c'est vraiment les concepts qu'il ne comprend pas? Mais aussi, avec toute la difficulté d'imagerie, Ouais. hein, visuelle, de représentation visuelle, et ça vient interférer dans des concepts comme la géométrie, les translations, les tableaux, tout ça, c'est sûr que ça va poser des défis. Graphique. Oui, graphique, Graphique. exactement, exactement. Donc, puis ça, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de support donné pour les mathématiques. On donne beaucoup de soutien, puis j'inclus tout le monde, là. Autant, puis je comprends que Ouais. c'est par manque de ressources, là. C'est Mais, clair. Ouais. hein, on le sait. Mais il y a tellement de difficultés en mathématiques qui s'accumulent au fil du temps, puis que les enfants sont complètement découragés face à leurs apprentissages de mathématiques. Moi, j'ai le goût de dire aux gens, puis particulièrement aux ergothérapeutes, intéressez-vous peut-être un peu aux mathématiques. Puis on n'est pas là pour pour faire l'enseignement des notions, mais de trouver des moyens compensatoires, des outils qui vont les aider au moins Ouais. à s'organiser, puis à comprendre, ben c'est quoi que ça veut dire dans l'espace, là, un cube, puis les concepts de géométrie, puis bon, tout ça. Donc, je pense que si on peut donner des pistes à ce niveau-là aussi, c'est important, là. Mm. Tu as tellement raison, puis euh, ça me permet de souligner qu'on a eu un épisode là-dessus, pas sur le visio-spatial seulement des maths, mais il y a une ergo en France, Capucine André-Bourgeois, qui est spécialisée en mathématiques et qui travaille beaucoup avec les enfants qui ont des besoins à ce niveau-là. Fait que je vais tout vous mettre ça en lien, hein, les Oui, épisodes complémentaires sur le TDC, l'épisode sur les maths et l'épisode sur l'oculomoteur exact. aussi, là, si jamais t'écoutes, t'es super motivé, puis je veux aller plus loin, je veux en savoir plus, fait que ça serait peut-être où poursuivre. France, est-ce que on parle de guérison ou est-ce que c'est... Je sais ce que tu vas répondre, mais je vais quand même, parce que ça Eh peut oui. être ce qu'on pense quand on dit on va aller voir un ergo, un optométriste et tout ça, puis on va régler ça, la dyspraxie visuospatiale. Donc, Mm. est-ce que c'est quelque chose qui va se résorber avec de l'accompagnement ou c'est persistant, puis on est plus dans la compensation pour toujours? C'est un trouble permanent, oui, hein. Fait que, mais je veux pas, tu sais, c'est un trouble permanent, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'amélioration. Permanent dans le sens que ce qu'on va travailler va s'améliorer, mais au fil du temps, au fil des expériences de vie, au fil de la croissance, hein, ben, on vit des situations de plus en plus complexes. Puis c'est un peu la même chose que le TDC de façon générale, c'est que le monde dans lequel on vit, les expériences qu'on va avoir à vivre, les apprentissages qu'on va avoir à faire, ils vont être de plus en plus complexes. Ça va nous présenter beaucoup plus d'informations visuelles, beaucoup plus d'éléments à traiter, des actions plus complexes à produire par la Ouais, suite. ouais, Donc, les défis vont revenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que l'apprentissage de base, lui, il va rester toujours difficile. Non, l'enfant, il va passer ces étapes. Mais les apprentissages vont être plus longs et ben, puis de là l'importance, comme on parlait tout à l'heure, que l'enfant développe au fil du temps ses propres stratégies, puis qu'il sera capable de dire, ouais, ah, OK, là, je vis une nouvelle situation qui me présente tel défi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu qui ressemblait sans ouais, être de la même nature, mais ouais. comment je pourrais réutiliser? Mais ça vient pas automatiquement pour ces enfants-là. Donc, il faut beaucoup l'entraîner. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui va disparaître complètement de sa OK. vie. Ça va être un défi qui va rester comme plusieurs autres troubles de toute façon, là. Mais je veux pas qu'on comprenne, par exemple, qu'il n'y a pas d'amélioration Oui, possible, oui, là. oui. Ça, c'est clair. On l'a bien entendu. Ouais. Est-ce qu'il y a
des erreurs particulières ou des mythes qu'il faut comme garder en tête, qu'on voudrait déconstruire, qui n'ont pas nécessairement ressorti dans notre conversation? Ben, j'en ai glissé un tout petit mot au tout Ouais. départ, mais je pense que ça vaut peut-être la peine de le répéter. Le mythe de l'enfant fait pas d'effort. Oui, Hein? oui, Je pense qu'on le absolument. dira jamais assez. Donc, TDC avec ou, tu sais, composante motrice, Ouais, composante ouais. visuospatiale, là, l'enfant fait vraiment beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'on lui présente, pour planifier dans sa tête comment je vais répondre à sa demande. Donc, ça, et de lui laisser le temps. Moi, je pense que s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est de laisser le temps à l'enfant de traiter l'information. OK. Bon Oui, il point. a l'air inattentif, il a l'air de ne pas écouter, il a l'air à la limite, même des gens des fois disent, il a l'air de se foutre de moi, mais c'est pas ça. OK? C'est il cherche soit comment exécuter de façon motrice ou comment, hein, on a dit, son cerveau essaie de comprendre l'information visuelle qu'on lui présente, puis quel sens ça a pour moi, puis comment ça va m'aider à agir. Donc, je dirais que ça, c'est encore à répéter, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je pense que c'est encore à se redire. Puis peut-être de ne pas travailler. Oui, il y a des choses qu'on peut stimuler, tu sais, au niveau du mouvement des Mhm. yeux, au niveau des habiletés de Ouais. perception visuelle. Mais je pense que c'est un danger de travailler ça de façon isolée. Puis je le OK. dis autant aux parents qu'aux ergothérapeutes, Ouais. je pense il faut vraiment toujours remettre ça dans la tâche réelle. De mon expérience, en tout cas, c'est ça qui est le plus gagnant et c'est ça qui les aide le plus à long terme. Parce que le propre des enfants qui ont une dyspraxie, je vais reprendre ce mot-là, que ce soit moteur ou visuospatial, c'est que si on se rappelle que c'est de la difficulté à automatiser, puis par définition aussi à généraliser. Donc, si on travaille les habiletés de façon trop isolée, trop un peu, je vais prendre le terme laboratoire ou en tout cas décroché de leur vraie vie, ils OK. vont être, Ouais. ils ont plus de difficultés à l'utiliser dans leur vraie vie, dans les vrais contextes. Mm. Donc, il faut relier ça rapidement aux tâches réelles qu'ils vivent. Donc, ça pourrait être une piste aussi, là, puis de faire attention, puis de pas de dire aux parents, ben entraîner beaucoup la perception visuelle. Tu sais, oui, on peut faire toutes sortes d'activités qui Ouais. sont bonnes, mais les raccrocher à, tu vois, maintenant tu lis mieux, maintenant on va faire des cherches et trouves, mais après ça, on va voir si dans la lecture ça a de l'impact. Fait que moi, je dirais que c'est ça la clé. C'est une bonne clé. Je trouve que j'espère que tout le monde, ben, si vous entendez ceci, vous êtes encore là, mais j'espère que tout le monde a écouté jusqu'à la fin, juste pour cet élément-là qui est vraiment significatif. C'est une clé importante. Y avait-tu autre chose que tu voulais Ben, ajouter? Je m'en vais vers la conclusion. oui, c'est ça. Ben, Ouais, je veux pas. je te suis, mais justement, avant, dans les ressources, tu disais là, tu sais, que tu allais mettre, puis Ouais. on mettra quelques ressources. Ah oui, Il oui, n'y a oui, pas, c'est ça. il y a pas énormément là, de ressources spécifiques sur le DVS. La DVS, puis celles qui existent là, sont principalement en France, mais il y en a des bonnes. OK. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que sur le site de l'association Dagobert et compagnie, qui est le site, hein, on se rappelle, l'association pour toutes les personnes qui ont un TDC, ben, dans l'onglet conditions associées, il y a quand même une section sur la dyspraxie visuospatiale. Et tantôt, quand on parlait d'optométrie, ce que je trouve important de dire aux gens, c'est qu'il y a des exemples de questions à poser Hum, si on va aller plus loin en optométrie, parce qu'on n'a pas parlé, là, tu sais, des fois l'optométriste pourrait aussi être d'une aide, mais ce ne sont pas tous les optométristes qui font de l'optométrie développementale. développement. C'est ça. Donc, il faut que les parents puissent être aiguillés sur ben, quelles questions je devrais poser avant de me présenter, puis qu'ils fassent un examen visuel standard, puis qu'on ne soit pas plus avancé. Là. Fait que là, je trouvais que OK. sur ce site-là, il y a vraiment des bons exemples de questions. Puis c'est un optométriste qui a travaillé avec les gens de OK. l'association pour donner ces ressources-là. Fait que ça pourrait être intéressant. On va le mettre en référence. Là. Absolument. Ouais.
Absolument. Je mets en référence aussi comment te retrouver si on est au Québec et on souhaite de la supervision, consultation, mentorat avec toi. Oui. C'est une bonne ressource, surtout dans ce domaine-là. Tout à fait. Puis, le mot de la fin, je vais le prendre. Bien sûr. J'ai presque le goût de te demander si tu signes des attestations, parce qu'on a tellement appris dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est une blague. Oui. Mais juste pour vraiment te remercier, c'était ressourçant, mais très formatif aussi d'un point de vue d'une ergo. Je ne suis pas la seule, certainement, qui pense ça. Donc, sincère remerciement d'avoir pris de ton temps pour venir faire cette discussion-là avec moi, puis au plaisir de te revoir bientôt. Bien certain, ça m'a fait vraiment plaisir, puis si ça peut aider, c'est tant mieux. C'est clair, bye-bye! Bye-bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josianecaroncentre.com/guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergo. Bye!